Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Chaîne et Femmes, un podcast bienveillant qui plonge à la rencontre de passionnés couture en ayant fait tout ou partie de leur activité. Je suis Faustine de la chaîne Couture Grenat et pour ce premier épisode de podcast, je vous embarque avec moi, mais pas que, au cœur de la vie de créatrice de patron. Avant de commencer cette vidéo, je me dois de vous préciser que je ne suis pas une professionnelle de l'interview. J'ai pensé ce format comme une discussion bienveillante afin de mettre en valeur les personnes invitées autour d'un café. Aussi, n'hésitez pas de vous munir de votre meilleure boisson chaude, ainsi que de petits gâteaux. Pour ce premier épisode, j'ai conscience que le son n'est vraiment pas parfait. Il y a beaucoup d'échos et quelques bruits parasites car lors de notre enregistrement, ma fille était malade. Je l'ai traité au mieux, néanmoins pour un meilleur confort d'écoute, je vous conseille de le visualiser en haut-parleur sur votre ordinateur, téléphone ou bien votre télé. Évitez ainsi l'usage d'écouteurs ou d'un casque. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Nous recevons aujourd'hui Marion, créatrice de la marque Vestiaire éponyme depuis 2020. Elle est notamment connue pour ses collections abécédaires du vestiaire, Wax is the New Black et Que la fête commence. Parmi ses patrons, on compte notamment la jupe L'Arbanaise, le short Deauville, mais également la robe Eva. Notre deuxième invitée à se prêter au jeu est Julie, fondatrice de la jeune marque Siumebo. Sa marque propose des patrons, mais également plus récemment du tissu. Parmi ses patrons, on compte notamment la robe Noceuse, Rêveuse, mais également la jupe intemporelle. Je vous mets les liens des filles en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nos invités sont Marion, Vestiaire éponyme. Bonjour. Tu peux parler, hein. Et Julie, Siumebo. Avant de commencer, je voulais surtout vous remercier parce que c'est un format qui fait peur. J'ai eu beaucoup de refus, j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient très peur parce que c'est un format interview, c'est pas vraiment du direct, mais un petit peu quand même, et ça demande de se livrer. Donc je voulais vraiment vous remercier. Il faut savoir aussi que les filles travaillent sur ce projet depuis un peu plus d'un mois, puisque je leur ai envoyé du coup un certain nombre de questionnaires, j'ai pu discuter avec elles, et je voulais vous remercier de tout l'investissement, tous les retours, et voilà, ça va être une super chouette vidéo. Julie, je te connaissais déjà, mais Marion, j'ai découvert un petit bout de femme adorable, donc c'était super chouette. Merci à toi d'avoir pensé à nous, et on va se prêter à l'exercice. Ouais. Je voulais savoir un petit peu d'où vous est venue un peu votre direction artistique. Par direction artistique, j'entends pas forcément un cadre dans lequel vous êtes enfermé, mais plutôt une ligne directrice que vous avez décidé de suivre pour choisir vos modèles et ainsi de suite. D'où ça vous est venu en quelques mots, et puis où est-ce que vous puisiez forcément un peu vos inspirations, parce que on a besoin de se nourrir aussi quand on est créatif, donc voilà. C'était ma petite question. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut commencer? Je vais commencer alors. Du coup, oui, moi en fait, j'ai lancé Vestiaire éponyme en 2020, et donc période un peu Covid, et en fait quand j'ai décidé de lancer cette marque, j'ai voulu un petit peu répondre à ce qui m'avait manqué à mes débuts en couture, qui remontait en 2016, où je trouvais que c'était un peu le côté personnalisation. Les choses ont beaucoup changé depuis, mais je trouvais qu'à l'époque, en fait, un patron était égal à un modèle. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ma première collection, la collection que j'appelle permanente, qui est la collection abécédaire du vestiaire, c'est toujours en fait des patrons où il y a plein de possibilités de customisation, de transformer une pièce en short, en jupe. Donc ça, c'est un peu ma ligne directrice initiale. Après, effectivement, les choses évoluent, mais je dirais que c'est un peu l'ADN de la marque, l'idée de se faire un patron sur mesure par rapport à sa morphologie et ses goûts. Voilà, pour la ligne directrice. Après, peut-être que je te laisse, Julie, juste revenir sur ta ligne directrice, après nos sources d'inspiration. Tu vois, c'est hyper intéressant parce que donc moi, je suis, contrairement plus jeune, si on peut dire, dans ce milieu-là en tant que créatrice, puisque moi, du coup, la première collection, elle est sortie il y a 1 an maintenant. Et du coup, moi, j'étais vraiment dans une optique différente parce que je suis arrivée toi, tu es arrivée en 2020, mais entre 2020 et 2023, il y a eu un boom
de couture au sens large, que ce soit en termes de choix, en termes de couturière, en termes de créatrice, etc. Donc moi, quelque part, j'arrivais dans un milieu qui était déjà ultra installé, pas bouché parce qu'il y a des tonnes de possibilités, il y a des tonnes d'envie et de tout ça, mais du coup, moi, l'idée, c'était, si je veux être impactante, entre guillemets, c'est peut-être un peu fort, mais vous avez l'idée, il faut que j'arrive avec quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Donc moi, ce que je garde toujours en tête, parce qu'il y a souvent plein de modèles, mais ce que je dis, c'est, si j'arrive avec un énième t-shirt en jersey, tout le monde a déjà ce qu'il faut, en fait, tu vois, tout le monde a déjà ses marques en tête, etc. Donc moi, j'ai plutôt l'idée de me dire, OK, bah, il faut que j'arrive avec quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Après, les gens aimeront pas, ça c'est très personnel. Mais moi, j'ai plus cette idée-là en tête. Et après, pour les inspi, bah, peut-être que tu me rejoindras. On pourrait citer les traditionnels Pinterest, etc., etc. Mais en vrai, il y a de l'inspiration partout. Tu sors, tu croises quelqu'un, tu vas faire un marché pour acheter tes légumes, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui vend alors des vêtements très très cheap, mais d'un coup, tu vois une forme peut-être qui va t'intéresser, et du coup, tu vas te dire ah oui, et tu vas prendre une photo, puis ça va te trotter dans la tête. Donc en fait, tu as de l'inspi tout le temps, partout, les défilés, enfin, tu vois, tout. Enfin, moi, en tout cas, je puise de l'inspi partout. J'ai pas un truc. Je te rejoins complètement. Alors, c'est vrai que Pinterest, c'est forcément un peu une mine d'or. Parce que, bon, bah, en plus, tu as les recherches un peu intelligentes que quand tu commences à regarder un certain modèle, ce qui est très pratique, enfin, pas très pratique, mais en tout cas, pour moi, ça me sert beaucoup parce que dans mon positionnement d'essayer de décliner des modèles avec des customisations, des choses comme ça, en fait, on peut partir d'un modèle et puis après, on voit un peu des variantes. On se dit, ah oui, c'est vrai que je pourrais ajouter ce type de poche, ou ah, peut-être que cette coupe, c'est un peu la même. Enfin, mais après, par contre, c'est vrai que moi, je regarde beaucoup aussi sur toutes les marques, aussi un peu de prêt-à-porter, des petites et des grandes que j'aime personnellement, dans lesquelles je pourrais m'habiller, des choses comme ça. Et après, je te rejoins complètement, où ça m'est arrivé des fois de voir des tenues sur des copines où je disais, ah, mais c'est super sympa, fais voir comment c'est fait, et de regarder. Et c'est vrai que je pense notamment à un modèle dans mon dernier livre où clairement j'avais une copine dans une salopette, mais trop belle, à une soirée. Et j'ai dit, mais c'est tellement classe comme modèle. Et du coup, je l'ai un peu customisé, mais c'est vrai que ça a été la base de mon inspiration, alors que je ne l'aurais pas forcément eu de base comme ça, quoi. Ouais, complètement. Je suis épidée. Et puis autant, puisqu'on est quand même tout le temps hyper abreuvé de couture ou de vêtements, enfin voilà. Et souvent, alors je sais pas toi, mais après, quand il y a une inspi qui revient ou qu'elle te reste plusieurs jours dans la tête, tu te dis, ah, faut que je travaille un truc, parce que ça veut dire que du coup, j'ai une vraie accroche aussi pour ce modèle-là, quoi. Et après, c'est vrai que le fait de regarder dans les marques de prêt-à-porter, bah, ça donne aussi un peu les tendances, parce que c'est aussi ce qu'on va voir dans le commerce beaucoup pendant l'été, le printemps. Et donc, c'est ce qui va porter, c'est ce que les gens vont regarder, c'est ce que les filles vont certainement aussi avoir envie de coudre, de dire, ah, bah, c'est trop bien, c'est le haut que j'ai vu chez Cézanne ou chez X marque. Et se dire, ah, bah, je peux me le coudre moi. Donc, c'est aussi important par rapport au goût, je pense, des clientes à qui on veut parler, pour pas juste parler de ses goûts personnels, parce que moi, bon, je fais ce que j'aime, c'est vrai, mais je veux dire, ce que j'aime, tout le monde n'aime pas non plus, donc c'est important aussi d'avoir un peu cette ouverture-là. Oui, ouais, c'est hyper intéressant, en vrai. Moi, en fait, j'aimerais sortir de notre laïus, parce qu'en vrai, j'ai envie de rebondir à chaque instant, mais sinon, la vidéo va durer 3 heures. Donc... Peut-être, n'hésite pas, si toi, tu as des questions qui te viennent aussi spontanément, où tu te dis, ah ben ça, je ne l'avais pas vu dans les échanges. Petit aparté. Hein. Oui, non, c'est vrai, tu as raison. Attention, on reprend. Allez. Alors là, on va s'embarquer sur la question, du coup, quand vous trouvez vos inspirations et ainsi de suite, vous allez sortir un patron à un moment ou à un autre. Un ou plusieurs. Là est la question. On a du coup débriefé ensemble un petit peu de tout ça. Vous avez sorti, alors Julie, pour toi, tu as sorti la collection Prologue au moment du lancement, puis la jupe intemporelle est venue se greffer à ta collection.
Et toi, Marion, tu es partie sur un système qui se regroupe en collections, mais qui a occasionné des patrons un peu étalés dans le temps et au compte-gouttes. Moi, ma question, et je sais que Julie, tu en avais déjà parlé dans un live parce que ça te questionnait du coup au niveau de ta marque, etc. Quel est votre point de vue du coup sur le fait de sortir en collection Enfin voilà, vos réflexions autour de ça, soit sortir au compte-gouttes, les raisons pour lesquelles vous seriez plus tenté de faire comme ci, comme ça, ou en capsule, voilà. En sachant que je pense avoir un petit fond de question, de réponse pardon, à ma question, en sachant que sortir une collection d'un coup et plusieurs patrons, déjà c'est un stress massif, c'est des tests faits en même temps, voilà, c'est être partout à la fois et c'est compliqué. Et puis pas forcément compatible avec vos vies, vous êtes toutes les deux mamans, voilà. Donc je vous laisse... Ben moi, pour te répondre, je vais devoir m'écarter un peu du sujet pour y revenir, pour qu'on puisse un peu comprendre. Moi, aujourd'hui, quand j'ai voulu me lancer dans la création de patrons et donc que j'ai sorti Prologue l'année dernière, je voulais dire quelque part, ok, j'arrive, sans aucune prétention aucune, parce que je ne suis qu'une petite gens. Mais tu sais, comme pour un peu venir penser ton syndrome de l'imposteur qui dit ouais, mais si t'en fais qu'un et que machin et tout. Enfin bref, voilà. Okay. Et donc ça, c'était au moment du lancement. Et après, c'est vrai que voilà, au fur et à mesure du travail, et on se dit bon qu'est-ce qui est le mieux finalement, parce que on pourrait simplifier en disant une collection, ça claque parce que c'est joli. On fait défiler comme ça les modèles. Il y a une sensation du coup d'entièreté de proposition qui est balancée comme ça un peu au monde. Et quelque part, faire un modèle de manière régulière, ça te permet d'être actif aussi de manière plus régulière peut-être dans l'année. Et donc, moi, je me pose beaucoup la question parce que, comme tu l'as dit, je suis maman. J'ai aussi un autre travail à côté. Et donc, c'est comment aussi venir articuler tout ça pour gérer voilà, toutes les choses dont on a parlé ou dont on va parler là. Donc, tu vois, c'est hyper compliqué et je pense qu'il y a... Moi, déjà toute seule, j'arrive pas à me dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Donc, je crois pas qu'il y ait de vraies réponses. Je pense, c'est un peu bateau, mais en fait, il faut juste faire comme tu le ressens. Le fait de faire une collection, moi, je trouve que ça permet de raconter une histoire, ça permet de poser un peu, tu vois, un cadre et de dire, bon, voilà, aujourd'hui, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, j'ai envie de t'embarquer sur un bateau, sur un catamaran avec moi dans une eau bleu turquoise et du coup, je vais te faire, tu vas porter tel short, tel truc, ou il fait -12, je t'emmène dans un chalet en montagne, enfin, voilà. Je trouve qu'une collection, pour raconter une histoire et pour embarquer un peu les gens avec toi, c'est plus facile qu'un modèle isolé, mais c'est très personnel. Je rebondis, je trouve que ce que tu dis est totalement juste. Je trouve qu'en fait, d'un point de vue storytelling, plus marketing, communication, la collection, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire aussi parce que je trouve qu'il y a des choses à raconter. On pense des pièces qui vont avec une autre. Ça permet de faire aussi des plus petites pièces qui vont avec des grosses pièces. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a des choses à faire. Mais par contre, après, c'est vrai que moi, je suis dans la même situation que toi, c'est en train d'un peu changer, mais j'ai deux travails, enfin oui, j'ai 2 boulots, une petite fille en bas âge, donc c'est vrai que c'est impossible d'être sur tous les fronts. Ouais. Et si on veut faire les choses bien, en justement s'assurant que le patron qu'on sort soit de qualité, en fait, ça demande tellement de temps, effectivement, de création de patron, mais sur tout l'à côté, parce que il y a tout un autre pan de notre métier un peu caché, mais qui prend aussi beaucoup de temps sur la communication, l'administratif. Que en fait, c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'était impossible jusqu'à présent de sortir sous forme de collection complète. Après, c'est vrai que par moi, ce qui s'est passé, où j'ai eu la chance de faire un projet éditorial avec Marie-Claire, ça s'est naturellement fait que j'ai créé des collections, mais c'est vrai que c'est des collections qui s'alimentent à chaque fois au compte-gouttes. L'abécédaire du vestiaire, en fait, je rajoute des modèles un à un, mais pour le moment, c'est vrai que c'est impossible pour moi et du coup certainement pour toi aussi
de réfléchir en collection. Ben, je suis d'accord et en même temps, tu vois, dans une gestion de stress, j'aurais l'impression, je réfléchis à voix haute, mais j'aurais l'impression en sortant un modèle un peu comme ça, tu vois, régulièrement, du coup, un peu tout le temps dans un état de stress, tu vois, parce que du coup, tu es toujours un peu en deadline très très proche, alors que quelque part, collection, tu te caches un peu, tu fais oh, j'ai le temps, j'ai le temps, tu t'amuses à réfléchir, tu vois, je sais pas. Mais alors, je pense que ça dépend, en fait, ça dépend aussi de la configuration. Je pense que dans une configuration où tu as deux métiers, alors moi, les deux métiers que j'avais, j'étais à mon compte pour les deux. Mais du coup, c'est vrai que ça m'est arrivé notamment, je vois, où j'ai plus réfléchi en tant que collection avec le projet éditorial Marie-Claire, parce qu'il y avait justement des deadlines assez serrés, où en fait, j'ai dû me consacrer, j'étais pas à 50-50, je délaissais mon autre activité pour me concentrer à 100% sur cette activité de sortie de livres. Mais en fait, moi, j'ai trouvé justement que c'était un peu les montagnes russes, parce qu'en fait, on se concentre 100% sur un projet pendant 3 mois. L'autre projet, bah, du coup, est forcément un peu délaissé. Et en fait, je trouve que tout le travail que j'ai fait de préparer ce lancement de collection, mais en fait, ils ne se voyaient pas. Il y a eu vraiment du temps avant que ça y ait un impact, parce qu'en fait, tout le travail que j'ai fait en sous-marin de patronage et de création des 20 modèles qu'il y avait dans le livre, en fait, pendant ce temps, mes clientes, ma communauté ne le voyaient pas du tout. J'étais un peu plus aux abonnés absents, parce que je ne pouvais pas et être sur la création de patrons, et aussi active sur les réseaux, et créer du contenu pertinent. Enfin, donc j'ai trouvé que ça avait fait, en tout cas, quand on est sur deux volets professionnels, bah, un peu des montagnes russes dans la dynamique, alors que c'est vrai que quand on a un patron régulier, et ça permet en fait d'étaler un peu, de se dire bon bah là je suis plus sur la création de contenu à côté pertinent, là je fais plus du patronage, là je trouve que ça permet moi d'équilibrer un peu plus c'est vrai aussi, mais peut-être que ça vient rejoindre aussi une visibilité réseau. Tu vois, quand tu me dis ça, moi je me dis ah, est-ce que les gens ils réfléchissent à ça? Déjà non, je pense pas, hein. Je pense que voilà, mais je pense qu'il y a que nous qui nous torturons vraiment le cerveau. Mais tu vois, moi je vois comme j'ai la chaîne YouTube par exemple, les gens me voient quelque part toutes les semaines ou enfin voilà, et donc instinctivement sur un format YouTube, tu as plus tendance à parler quand même. Donc quelque part, ces gens-là, ils ont un peu un update, tu vois, de où j'en suis. Ah bah tiens, je travaille sur ci, ah bah tiens, je travaille sur ça, même si tu fais pas forcément des vidéos complètes là-dessus. Et du coup, je pense que du coup, les gens sont un peu toujours quelque part au courant, tu vois, en ce qui me concerne, parce qu'ils me voient très régulièrement. Alors que sur Instagram, c'est plus compliqué, tu vois, de montrer ce genre de choses. Après, ce que moi j'ai en tête dans un monde idéal, tu vois, c'est quand même parce que j'aime ce côté de me dire, ok, là par exemple, tu vois, pour la fin d'année, il y a un gros salon à Lyon auquel je vais participer. Quand ça a été validé, tout de suite, je me suis dit, quelle histoire je raconte, quoi. Tu vois, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que j'ai envie de dire, et du coup, ça me plaît. Et je me dis, bah, je pourrais continuer à travailler un peu par collection ou par capsule. C'est hyper fin comme définition et c'est très subjectif ce qu'on met derrière ces mots, mais et puis entre deux collections, un peu comme je l'ai fait avec la jupe intemporelle, dire ok, bah là j'ai une inspi, j'ai un truc, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire maintenant et j'ai pas envie de me priver de le faire non plus, quoi. Je pense qu'il faut pas rester enfermé dans un truc. Si on fait une collection, tu fais ça, d'un coup tu as envie de faire un modèle isolé, fais-le en fait, parce que il y a que dans nos têtes que ça va être le bazar, parce que les gens ils aiment ce qu'on est, ce qu'on dégage, ce qu'on propose, enfin je pense. Et du coup, s'ils aiment le modèle, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait quatre, ils vont y aller, quoi. C'est sûr. Complètement aligné. Ok. Bah, c'est cool, hein. Après, c'est vrai que moi, en tant que, du coup, acheteuse, c'est sûr que je suis toujours impressionnée par des marques qui peuvent, je sais pas, sortir d'un coup 10 modèles. Mais en discutant et en allant un peu dans l'envers du décor, en rencontrant différentes créatrices, bah, justement pour ce format-là, je me suis aussi renseignée un petit peu. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, contrairement à ce qu'on pense, il y a des patrons qui peut-être sont en cours depuis, je sais pas, 4 ans.
Et en fait, elles n'ont jamais abouti parce que c'était peut-être pas le moment, pas la bonne collection, voilà, il y avait plein de raisons pour lesquelles c'était pas le moment de le sortir, ou alors que en cours de route, il les a tellement saoulés que bouf, ils sont partis dans le placard et puis ce sera ressorti plus tard. Après, c'est pas plus mal parce qu'au final, beaucoup m'ont dit que d'avoir laissé reposer certains projets, ça te permet d'avoir plus de recul dessus, et parfois ça a été salutaire, enfin c'est pas le mot mais vous avez compris. De toute façon, souvent ce qui nous manque, c'est pas tellement les idées, hein, c'est le temps. Bien sûr. Enfin, si Marion et moi là demain on tous réalisé tout ce qui se passait dans nos têtes, on te sort 50 modèles en une fois, il n'y a pas de problème. C'est même un côté très frustrant, je trouve, parce que moi, là, d'autant plus du contexte personnel actuel, puisque j'attends dans quelques jours un heureux événement, mais j'ai tellement d'idées et c'est frustrant des fois de se dire, bon, il faut que j'en choisisse un sur lequel je me concentre. Et c'est vrai qu'il y en a dans mon truc d'inspiration que je garde, mon genre de mood board, que j'ai en fait depuis le début en 2020 où je commençais à chercher, et peut-être qu'effectivement il sortira dans 2 ans. Il y en a, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, que j'ai commencé à patronner, que je me suis fait pour moi comme ça, et qui pour le moment n'ont pas abouti à une sortie officielle d'un patron. Mais si ça se trouve aussi dans 2 ans, peut-être qu'ils sortiront, il sortira, on verra. Et du coup, en disant ça, je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais, la pression réseau, Julie. Je pense que c'est difficile de s'en extraire, mais mine de rien, quand on voit quelqu'un, d'un point de vue de la vitrine, entre guillemets, sortir, je sais pas, 15 patrons d'un coup, bah forcément, en tant que créatrice, et surtout des créatrices indépendantes comme vous, je pense qu'on peut se dire, bah, en fait, où ils trouvent le temps pour faire tout ça. Mais en remettant dans le contexte, en fait, ça se trouve, le travail, il est fait depuis, je sais pas, 4 ans, 5 ans, 6 ans, en partie, bien évidemment, pas finalisé, mais voilà, donc ça permet aussi de remettre l'église au milieu du village, quoi. C'est très traître, c'est pas très facile à dire quand même, parce que... mais cette phrase, on pourrait l'appliquer à tellement de choses dès qu'on touche au réseau. C'est une visibilité qui va durer soit le temps d'une publi, soit le temps d'un réel, d'une minute 30. On ne sait pas effectivement depuis quand il a été commencé, combien de personnes ont travaillé dessus. On ne sait pas le stress, les horaires qu'elle a dû faire. Est-ce qu'elle est à temps plein? Est-ce qu'elle n'est pas à temps plein? C'est ultra compliqué, et c'est en ça du coup que c'est très facile de tomber dans un espèce de dérivé de flagellation et de tout ça, en se disant mais moi j'y arrive pas, comment elle fait, comment elle s'y en fait je pense que encore une fois ça c'est vraiment à l'intérieur de chacune de nous, on se retrouve, je pense, quand on en parle, parce que c'est humain quelque part d'avoir ce raisonnement là, mais on fait tout comme on peut. Et in fine, je pense que, encore une fois, vestiaire éponyme, c'est un nom qui parle à tout le monde. Il n'y a plus à le, tu vois, on sait. Et si on a dit ah bah oui, mais ça j'ai déjà cousu, ou on n'a pas cousu, mais on a tellement vu sur les réseaux, par exemple le top en brun ou des choses comme ça, en fait c'est une marque qui parle. Donc si demain elle arrive, elle n'a pas été là pendant 4 mois, et Marion sort d'un coup un nouveau patron ou une collection ou un livre ou tout ça, les gens vont être là en fait. Parce que fondamentalement, eux, ils n'aiment pas... Ils calculent pas le nombre de réels, le nombre de trucs. En fait, ils apprécient juste le patron qui sort à ce moment-là, quoi. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une différence entre nous, notre regard à nous, on voit effectivement, parce que dans les gens qu'on suit, il y a aussi beaucoup forcément de créatrices comme nous. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais du syndrome de l'imposteur. C'est vrai que c'est facile des fois de se dire, quand on est autodidacte, qu'on n'est pas issu à la base du monde vraiment du modélisme, qu'on s'est formé par nous-mêmes, bon, qu'on a pu suivre des formations, mais c'est vrai que quand on voit, on se compare facilement aux autres, et c'est vrai que c'est pareil, ça peut faire un peu les montagnes russes. Des fois, on est reboosté à bloc parce que on est dans une énergie hyper positive, on se dit ah, c'est génial, je suis trop contente. Et puis c'est vrai que avec les réseaux sociaux, il y a souvent le truc Instagram versus réalité, cette fameuse chose où en fait la vitrine elle est super belle, on se dit ouais, mais nous on est à des milliers d'années-lumière de ça, et c'est vrai que ça peut faire un peu redescendre le soufflet des fois, de se dire non mais moi je suis pas à la hauteur, ou il n'y a même pas besoin d'être créatrice de patron pour ça. De couturière à couturière, on va le ressentir, et on parle de ça, mais tu prends n'importe quel thème,
enfin, tu vois, la cuisine, tu prends n'importe quoi, ce sera pareil. Je pense que c'est le propre du réseau social qui est comme ça, en fait. Et le propre un peu aussi de l'entrepreneur. Enfin, moi, j'ai pas mal de copines qui sont à leur compte et on parle souvent de stratégie, de choses comme ça. Et on est toutes pareilles de se dire, enfin, ce syndrome de l'imposteur, il est très récurrent dans les conversations, de se dire non, mais j'ai vu un tel, regarde ce qu'elle fait, c'est incroyable. Mais bon, c'est ça qui porte aussi, moi, je trouve. On peut pas être bon partout, quoi. Enfin, Non, à un moment exactement. donné, tu vois, on peut pas être ultra calé en patronage, par exemple, et être méga bonne en com enfin tout ça. Enfin, Ouais. enfin, ça existe, il y en a, parce que on a envie, on les aime autant qu'on les déteste quand on les voit sur les réseaux. Mais donc ça existe, mais à un moment donné, tu vois, on n'est pas toutes nées avec les mêmes capacités et les mêmes, enfin, tu vois, les mêmes accroches, quoi. Donc, Je vous propose qu'on revienne là-dessus, du coup qu'on s'étende un peu plus longtemps sur cet aspect-là, qu'on ne suspecte pas, et voilà, parce que je vous sens dans l'émulsion et que je pense qu'on peut passer du temps sur cette question. Donc je vais juste, dans l'idée en fait de la vidéo, je voulais aussi qu'on mette le point sur comment se passe le processus de l'élaboration d'un modèle. Et du coup, est-ce que l'une d'entre vous peut un peu me lister les étapes par lesquelles vous passez? On prend un modèle X du moment où ça sort de votre petit cerveau jusqu'au moment où il y a le lancement et tout le monde est pumped up et tectonique en voyant le patron. Alors oui, donc effectivement, le patron, enfin la création d'un patron à part entière, c'est vraiment énormément de boulot. Bon, ça, je pense que tout le monde peut s'en douter. De mon côté, comment je fonctionne? Donc d'abord, il y a toute cette partie qui est assez continue, on va dire, de veille, de recherche, parce que quand je me fixe sur un modèle, je vais partir vraiment sur ma collection personnalisable. Une fois que j'ai une idée de modèle, en fait, il faut que je réfléchisse à toutes les déclinaisons que je peux et que je veux faire qui vont s'ajuster au patron. Je pense par exemple à un short, si je me dis est-ce que je le transforme en pantalon ou en jupe, du coup. Donc je vais chercher faire de la veille autour des inspirations. Ensuite, il y a toute une partie plus que je fais où c'est du dessin théorique et artistique. Je mets des grosses guillemets parce que je suis très nulle en dessin, mais je le dessine quand même pour justement essayer de visualiser toutes mes versions. Comme quoi, on peut faire des patrons magnifiques en ayant un talent en dessin proche Oui, de... autant dessin numérique, ça va. Dessin okay. À main levée, je dessine, peut-être que ma fille dessine aussi bien que moi. Elle dessine magnifiquement bien. Et du coup, une fois que voilà, j'ai mon idée, j'ai mon patron, je me lance dans un premier prototype qui va être adapté à ma taille pour que je puisse en fait jauger le tombé, le ressenti, voir vraiment palper, on va dire, si un tombé sur mesure est bien, s'il faut que je rajoute de l'aisance, des choses comme ça. Okay. Ensuite, je fais 1 à 2 prototypes sur 2 testeuses de mon entourage qui n'ont pas du tout la même morphologie que moi, justement pour tester l'évolution du patron sur d'autres corps que le mien. Et une fois que ces 3 types de tailles sont validés, en fait, je décline dans des gradations standards, donc du 34 au 48. Je crée toutes ces tailles, je crée le manuel de montage, tout ce qui va être autour du patron, et je fais tester toutes les tailles à des testeuses donc, que je ne connais pas forcément. Et puis après, il y a des échanges d'aller-retour sur des coquilles, ça peut aller de la coquille sur le manuel de montage à effectivement des retours sur la forme du patron. Je touche du bois parce que pour le moment, ça m'est très peu arrivé sur mes 20 patrons que j'ai réalisés. Ça a plutôt été des remarques plutôt essayer de clarifier certaines étapes ou rendre des choses plus lisibles sur les planches ou des choses comme ça, mais pas du tout au niveau du retravail du patron. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà à peu près pour les étapes du patron. Après, il y a plein d'autres étapes en soi qui viennent derrière, qui sont plus
il y a la communication, de se dire il va falloir faire des photos sur le site internet, créer des visuels, créer des photos, créer une histoire aussi, parce que c'est vrai que moi j'aime bien avoir, comme beaucoup, comme tout le monde, on a des noms de patrons qui racontent des choses, donc essayer d'imaginer quelque chose derrière ça. Et puis lancer toute la communication. Alors, il y a des choses que je ne fais pas, qu'il faudrait que je fasse, mais que je ferai très bientôt, mais envoyer des newsletters, toute cette promotion, en fait, qui prend aussi énormément de temps dans le lancement d'un patron et qui, en fait, font partie intégrante de la création d'un patron, même si ce n'est pas du côté patronage, modélisme, voilà. Oui, je rebondissais sur ce que tu disais. C'est vrai que, alors, pour avoir testé avec différentes marques, et je les remercie au passage de leur confiance. C'est vrai que voilà, vous avez globalement un canevas similaire, c'est-à-dire faire vos toiles, proposer peut-être une première version du patron, tout ça. Après, la mise en page, j'ai l'impression, vous me le confirmerez ou infirmerez, la mise en page ensuite sur le logiciel, mettre en forme et tout ça, des fois, ça vous vous exposez à des difficultés qui n'étaient peut-être pas forcément prévues. Donc ça, c'est aussi un temps qui est à consacrer. Ensuite, différentes morphos sont pas forcément hyper faciles. Et comme tu disais, Marion, c'est vrai que j'ai eu des fois le cas de la petite coquille au début du livret qui semble minime, entre guillemets, en tant que testeuse, on se dit ah bah ça va, il n'y a pas grand chose, ça va pouvoir être lancé tout de suite. Et puis quand on est testeuse et puis qu'on se rend compte qu'on a tous une pince de 10 derrière parce que, je sais pas, on est plus cambré que le premier panel de testeuses, on se dit ah bah merde, ça va être tout un patronage énorme. Mais après, d'un autre côté, je me dis d'avoir plusieurs personnes qui testent votre patron, c'est aussi la chance de pouvoir voir des choses que sur votre morpho ou les morphos alentours, vous n'auriez pas forcément vu avant que ça lance. Donc je pense que ça rassure en même temps que peut-être ça peut être une source de stress aussi. Mais la difficulté, je trouve, c'est que malheureusement, on décline des patrons dans des tailles standards. Enfin, on a un tableau de gradation qui est standard et en fait, personne n'est standard. Enfin, moi-même, je veux dire, dès que j'achète un patron aussi d'une créatrice, je ne peux jamais prendre une taille dans le tableau. Enfin, je suis toujours obligée de faire des ajustements parce qu'en fait, on a toutes des morphologies différentes. Donc, en fait, c'est vrai que moi, j'essaie de demander aussi de voir. Il y a pas mal de couturières qui mettent leur mensuration. Donc, moi, j'avoue que j'essaie aussi de regarder pour voir si c'est une morphologie atypique ou vraiment il y a une différence de taille entre le tour de poitrine et le tour de hanche. Parce que c'est vrai que si quelqu'un peut nous faire un retour de dire là, ça n'allait pas du tout, c'est vrai que il faut être sûr que la personne ait pu bien ajuster son patron, des choses comme ça. Donc, en tout cas, il y a ce genre d'échange aussi. Mais après, il y en a avec des différences de 4 tailles et qui arrivent parfaitement à adapter leur patron. Mais il faut avoir conscience qu'on ne peut pas proposer en taille standard un patron qui a autant de... Je ne sais pas, quelqu'un qui est très pulpeux ou quelqu'un qui a vraiment une forte poitrine, des choses comme ça. Ouais. Ce n'est pas non plus un standard. Les gradations standards ne sont déjà pas standards en soi, même si par rapport aux études qui ont été faites, c'est un peu quand même les grandes lignes des mensurations féminines qui ressortent. Mais c'est pas Moi, je te rejoins. Je te rejoins et tu vois, moi, du coup, il y a 2 testeuses par taille, donc ça fait vite beaucoup de monde. Mais en fait, tu vois, quand quand je fais l'appel au test, elles mettent leur taille standard, c'est-à-dire que d'ordinaire, elles ont plutôt tendance à coudre à 42. Par exemple, et ensuite je demande les 3 mesures basiques, c'est-à-dire poitrine, hanche et taille. Et généralement, un 42, par exemple, pour rester sur cette taille, je vais prendre deux personnes qui n'ont pas les mêmes centimètres, donc qui, entre guillemets, il y en a une qui va être en H et puis l'autre, elle va être en Y ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup, comme ça, je me dis, ok, sur un même 42, je vais avoir 2 morphos différentes pour me faire une vraie idée, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi, tu l'évoquais avec les tailles standards, je pense que c'est quand même mieux rentré aussi dans la tête des couturières aujourd'hui qu'on n'est pas dans du sur-mesure. Donc, c'est aussi le choix aussi de la créatrice quand il va y avoir tel type de retour, tel type de retour.
est-ce que si c'est un cas isolé de retour ou est-ce que si c'est 25 personnes qui te disent la même chose, tu vois, tu vas aussi jauger en fonction de la nécessité d'adapter ou de revoir ton patronage ou des choses comme ça, quoi. Oui, oui, ça c'est sûr. Je pense que vous faites, entre guillemets, un condensé des retours. Et puis ensuite, au plus grand nombre, si ça revient sur 10 testeuses sur 20, bon là peut-être ça commence à être le ratio où vous allez le considérer vraiment. Mais sinon, si c'est des petits ajustements, peut-être les guider sur le fait, enfin, sur les modifs qu'elles peuvent, elles, faire sur leur morpho. Mais après, ça peut être, tu vois, par exemple, j'ai un exemple un peu concret où les pantalons, c'est vrai que justement, en fonction de la cambrure, si on a un peu de ventre ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des différences, un peu de réactions. Donc, si effectivement, c'est des retours isolés ou effectivement, j'ai une testeuse qui me dit, ah ben là, je trouve que ça baille pas mal, voilà, comment je fais, ou là, ça tire. Mais qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui m'a fait ce retour. C'est ce qui m'avait notamment incité à faire pour Deauville, qui a un pantalon assez proche au niveau de la taille et après assez large, de proposer justement tous les ajustements qu'on peut faire en fonction de j'ai le pantalon qui remonte entre les jambes ou au contraire ça baille, pour que justement, selon sa morphologie, on puisse adapter un peu le patron sans en fait au final vraiment changer le patron en tant que tel, plus se dire voilà, au cas par cas, si quelqu'un doit modifier son patron, ben voilà les types d'ajustements qu'on peut faire. Ouais. Donc faire des compléments en fait d'ajustements ou effectivement essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il y a les tableaux de dégradation à même la peau et tableau de dégradation des patrons finis, que je trouve qui est vraiment hyper utile, parce que c'est vrai que des fois on est entre deux tailles, mais on se rend compte qu'en fonction de l'aisance d'un vêtement, on peut rester sur la taille en dessous, ou au contraire se dire waouh, il est super ajusté, vaut mieux quand même que là je fasse bien mon ajustement. Donc je trouve que ça vient s'ajouter la préférence de la personne aussi. Moi, par exemple, j'apprécie pas forcément une chemise très près du corps, même si elle est droite. Donc peut-être que je vais avoir tendance instinctivement à la surtailler. Ce qu'on ne fait pas dans un cadre de test, parce que dans un cadre de test, bien sûr, tu respectes. Voilà, sinon ça devient inutile d'être testeuse, quoi. Enfin, si tu changes tout. Mais tu vois, il y a une fois que le patron est sorti, tu as aussi la préférence de la personne qui va le coudre. Donc en fait, tout est dans la balance entre est-ce que ça vaut le coup de changer, est-ce que ça vaut pas le coup de changer, et l'accompagnement, comme tu le dis très bien, Marion, sur un pantalon, voilà, de la personne, pour que quand elle se dise ah mince, je suis face à ça, comment je fais, quand elle peut tout trouver sur son même papier de montage imprimé, du coup c'est hyper pratique, quoi. Parce que s'il faut aller chercher chez quelqu'un d'autre, chez un truc, tu vois, c'est l'enfer, quoi. Je voulais aussi vous parler justement, parler de modélisation, de gradation de patron, etc. J'ai eu à un moment donné écho de retour où certaines pouvaient se sentir un peu stigmatisées en vue du fait de ne pas appartenir aux tailles standards. Et j'aurais voulu vous donner la parole sur le fait sur ce fait-là, comment ça se fait qu'on ne puisse pas grader à sa guise du 32 au 52 comme ça d'un coup d'un seul. Je vais commencer. Alors, c'est un vrai sujet, parce que il y a eu effectivement pas mal de clash un peu sur les réseaux. Il y a quelques temps, parce que je trouve quand même que les tailles le panel de taille devient quand même de plus en plus important chez les créatrices. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité sur le fait qu'en fait, à partir d'une certaine taille, la modélisation d'un patron n'est pas la même, en fait, parce qu'en fait, on estime que pour la faire très synthétique et que dans les gradations standards du 32, on va dire, ou 34 au 46, souvent, en fait, le corps évolue de manière proportionnelle quand on grossit, mais qu'après, il y a une taille charnière où, en fait, le corps ne se déforme pas de la même façon. Et du coup, c'est vrai que ça implique de faire évoluer son patron de manière différente quand on est sur des plus grandes tailles. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément... le corps va plus prendre au niveau du ventre ou des fesses, des choses comme ça. Donc, le patron, en fait, est un patron complètement différent, et on ne peut pas simplement décliner, une fois qu'on a notre patron initial en taille 38, si on part au début sur une taille un peu standard 38, de se dire, je le fais jusqu'à une taille 56. Ça ne conviendra pas à une taille 56 si on garde la même manière de grader que sur des tailles standards.
Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est un nouveau travail de patronage, c'est à nouveau un nouveau boulot, en fait, de faire évoluer et faire évoluer le patron. Et c'est vrai que je peux comprendre aussi que pour certaines marques ou selon le panel de testeuses qu'on a, moi, ça a été un problème en l'occurrence, puisque j'ai voulu proposer les patrons en grande taille aussi, mais de trouver finalement aussi suffisamment de testeuses dans ces tailles qui acceptaient de le faire. On n'est pas forcément beaucoup dans mon entourage. Sur les réseaux, c'est pas forcément des personnes qui sont... Enfin, il y a des personnes qui sont très disposées, mais ça a été plus difficile de trouver en tout cas des testeuses pour chaque taille aussi de ce côté-là. Okay. Donc, c'est vrai que ça a été un peu des freins. Moi, je me suis plus formée, c'est vrai que sur le patronage de base, taille standard, je pense que c'est ce que naturellement tout le monde fait et c'est ce qui est proposé. Parce que c'est aussi dans le cadre dans lequel toi et moi, on rentre et je vais le dire un peu abruptement, mais moi, si vous voulez, je peux aller jusqu'au 54 ou 56, mais le 56 sera un 54 agrandi, qui sera lui-même un 52 agrandi, qui sera lui-même un 50 agrandi. Et, du coup, on aura un truc qui n'aura pas vraiment de forme. Je préfère ne pas le proposer plutôt que mal le proposer et qu'au final, il y ait un effet qui se coule derrière puisqu'on est déçu, quoi. Aujourd'hui, c'est un vrai travail de patronage. Je pense à Anaïs de Couterev qui pareil, est une toute jeune marque qui, elle, étant déjà une grande taille, s'est complètement spécialisée dans ce patronage-là. Et aujourd'hui, elle propose ça du 46 au 64, si je ne dis pas de bêtises. Mais et on pourra en avoir déjà discuté avec elle. Moi, je suis incapable de patronner une taille 60. Elle ne sait pas patronner une taille 38. Oui. Parce que c'est deux manières de faire qui sont différentes. Et je pense que de toute façon, des commentaires comme ça, il y en aura pour tout et tout le temps. Moi, je dis souvent en plaisantant pourquoi Twitter fonctionne aussi bien, parce que derrière un écran, si c'était aussi simple, on ne s'en serait pas privé, je pense, de le faire, pour au contraire répondre encore plus à un maximum de personnes. Donc, moi, j'entends complètement cette problématique et effectivement, elle existe de la taille 46 ou 64, mais elle existe de la taille 30 et 30, 32, 34 aussi, quoi. Après, c'est vrai que je rejoins complètement. C'est vrai que si c'était très simple, je pense que tout le monde proposerait en fait un panel de taille plus large pour parler à un plus grand nombre de personnes. Après, clairement, effectivement, j'allais dire que moi, par exemple, j'ai suivi après des formations un peu justement pour valider que ce que je faisais, moi, de ma petite tambouille en tant qu'autodidacte était bien. Donc, j'ai suivi une formation quand même de modélisme. Et en fait, c'est vrai que naturellement, c'est dans des gradations standards, c'est ce qui est proposé. Sinon, il faut prendre après effectivement des choses plus spécialisées, grande taille, morphologie atypique, des choses comme ça. Après, il n'y a pas du tout de volonté, je parle en mon nom, mais je suis certaine que je parle au nom de tout le monde, d'exclure qui que ce soit du patronat, des patrons de couture. Je veux dire, il n'y a pas d'exclusion des gens qui ont une morphologie très, très atypique, très mince, très voluptueuse. Mais c'est même pas propre à la couture. En fait, on vient toucher du coup à un autre problème aussi, c'est dans l'industrie de la mode au sens large. Parce que aujourd'hui, ces industries-là, elles fonctionnent sur des standards et le standard fait que, une femme étant, on va dire que plus de population féminine se trouve entre un 38 et un 44. Et du coup, l'industrie de la mode va plus là-dedans que dans d'autres. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Non. Mais tu vois, c'est un sujet qui, encore une fois, n'est pas propre à notre niche à nous, en fait. Non, c'est sûr. Et après, c'est vrai que, alors, il y a aussi la réalité, entre guillemets, business aussi, parce que du coup, moi, donc, c'est vrai que pour ma première collection, donc l'abécédaire du vestiaire, j'essaie de proposer taille standard et grande taille, qui va du coup jusqu'au 56. Ce qui n'est pas le cas des collections que j'ai, Wax is the New Black et que la fête commence, qui sont des collections issues de livres, en fait. Mais en fait, c'est aussi parce que, alors là, c'est plutôt par organisation, encore une fois, professionnelle et personnelle, puisque jusqu'à présent, j'étais sur deux boulots, la naissance d'une petite fille, donc c'était pas possible de gérer tout de front.
Et dans la réalité des faits, c'est vrai que mes clientes, en fait, sont principalement dans des tailles standards. Je le vois sur la collection l'abécédaire. La majorité de mes ventes sont plus sur des tailles standards. Donc, c'est vrai que se pose la question aussi de se dire, bah, est-ce qu'il faut que je repasse pas autant de temps, mais quand même un temps significatif sur le repatronage et la création donc de nouveaux supports, le maintien de nouveaux supports, peut-être l'impression de ces patrons en grande taille, pour finalement en fait que ce soit pas du tout rentable pour moi, parce que finalement derrière c'est aussi une question business, de dire en fait si j'essaie de créer tout ça, c'est pour que Vestiaire Éponyme continue, il faut forcément qu'à un moment donné ce soit rentable, sinon en fait Et tu as les mêmes choses dans les livres aussi. Dans les livres, souvent, tu vas trouver 38-42, 36-44, mais tu vas rarement... et tu vois, à ce compte-là, moi, parfois, ça peut m'arriver, suivant, tu vois, un pantalon, un truc et tout, moi, je vais rentrer dans un 46, par exemple, et en fait, je suis déjà plus dans la taille du bouquin. Et pourtant, on n'est pas non plus dans une taille hors norme, tu vois. Enfin, voilà. Donc en fait, tu as forcément ce souci. Ou même au sens large, quelque chose de très près du corps, parce que je fais un 44, je vais me dire, de toute façon, c'est pas adapté pour moi. Et pourtant, il y a ma taille. Donc, c'est très difficile, et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas forcément pris pour moi, puisque je proposais la grande taille, les grandes tailles au moment où il y a eu je sais plus, mais c'était il y a quelques années, où il y avait quand même pas mal de coups de gueule sur l'exclusion des grandes tailles, des choses comme ça. Moi, je le proposais, donc c'est vrai que j'ai esquivé la soufflante, mais je suis désolée, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais tu vas avoir le même problème, tu vois, là, par exemple, toi qui attends un heureux événement, donc qui a pris un peu de ventre, je trouve, ces derniers mois, on pourrait dire la même chose. Bah ouais, mais du coup, quand je couds, il n'y a quasiment pas de patron pour les femmes enceintes, des choses comme ça. Enfin, en fait, pour moi, ce genre de commentaire existera tout le temps, même s'il y a une réponse de l'autre côté. Parce que déjà, on ne peut pas tout connaître, et on ne peut pas répondre à tout le monde non plus, quoi, tu vois. Ça m'est revenu. Du coup, je voulais justement rebondir sur ça, sur le fait qu'effectivement, derrière les écrans, les commentaires pouvaient être très violents, je trouve. Donc, je disais que moi, j'avais évité ce vent un peu de mécontentement. Mais en fait, je le comprends. Enfin, c'est pas que je le comprenais pas, mais je me disais que derrière le fait de ne pas proposer forcément un panel de grande taille, c'était pas de l'exclusion, c'était juste un placement différent. Et en fait, moi, je comprends complètement qu'on ne puisse pas le proposer pour tous ces patrons. Enfin, c'est des choix à faire. Et effectivement, ce serait très intéressant aussi que des créatrices se positionnent sur les grandes tailles spécifiquement, pour proposer vraiment des choses adaptées, parce que moi, je suis convaincue. Encore une fois, j'ai eu très peu de mauvais retours sur les grandes tailles, mais parce que j'y accordé beaucoup de temps sur celles que j'ai proposées. Il y a eu je remercie d'ailleurs énormément les testeuses qui ont travaillé avec moi sur ce sujet-là. Mais parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, je peux pas le tester sur moi, en fait. Moi, c'est vrai que je suis plus dans une taille plus standard. Donc, je gère le patron avec cette taille standard, mais c'est vrai que c'est compliqué de gérer les tailles, des tailles qui sont très différentes de la nôtre, de ce qu'on connaît. Et c'est vrai que sur les réseaux, ça peut être très violent, les commentaires qu'on se prend, que ce soit sur ce sujet ou d'autres, comme si, tout le monde avait pris la grosse tête, que ça y est, c'était business. Enfin, je sais pas, je trouve que des fois, il y a un environnement qui me fait un peu peur aussi dans les réseaux, voilà, de clash, alors que finalement, en fait, on est quand même toutes des passionnées. On fait ça avec... On va complètement répondre au clash patron gratuit ou pas patron gratuit, par exemple, qui anime, pas toujours animé, et qui ponctuellement, d'un coup, l'étincelle, elle fait 15 cm en une fraction de seconde. C'est des choses qui reviendront en fait. Après, c'est vrai que je rebondis du coup, Julie, sur cette histoire de patron gratuit, etc. On peut s'étendre ou pas sur le sujet. Après, voilà, ce qui est important aussi, je pense, et qu'on a tendance parfois à oublier parce qu'on est pris à chaud, parce que voilà, c'est qu'il y a toujours deux versions de l'histoire, il y a toujours une nuance à apporter à quelque chose. Alors on parle business, en fait,
alors là, c'est moi qui m'engage dans ce que je dis, mais il y a un aspect qu'on oublie en tant que consommateur parfois, et je me mets dans le lot, c'est que la créatrice qui nous fait kiffer sur ses modèles, etc., c'est aussi quelqu'un d'humain, c'est aussi quelqu'un qui potentiellement a des bouches à nourrir, c'est aussi quelqu'un qui a des charges, c'est aussi quelqu'un, voilà. Donc il y a aussi des choix en termes de marque, etc., et puis de business, comme on dit, qui sont à faire. Après, à faire ou à ne pas faire, qu'on soit OK ou pas avec, tu vois. Mais vu de l'extérieur, alors je suis d'accord que potentiellement le patron gratuit peut être considéré comme une concurrence. Je suis un peu mitigée là-dessus parce que, en l'occurrence, le dernier sujet lié au patron gratuit qui a animé la toile instagramesque, c'était pas une marque qui proposait un patron gratuit, c'était une influenceuse qui proposait un patron gratuit. Donc on est encore dans un autre contexte. Pour rester, on va recentrer un peu, et pour rester dans une proposition de patron gratuit de marque à marque, je suis balancée. Je vais donner mon expérience à moi. Aujourd'hui, on pourrait toutes s'habiller avec des patrons gratuits. Parce que y a une multitude, voilà, il y a des sites américains, australiens, etc. c'est du 100% gratuit parce qu'ils font leur business ailleurs. Donc aujourd'hui, ils proposent ça. On pourrait complètement s'habiller en gratuit. Pour rester dans un cadre un peu plus français, je pense qu'il faut aussi être consciente que la créatrice elle-même, en proposant un patron gratuit, est consciente qu'elle le sort gratuitement. Elle vient chercher autre chose. Elle veut amener d'autres personnes en proposant son patron gratuit. Donc, moi, j'ai souvent entendu, oui, c'est n'importe quoi de faire la promotion des patrons gratuits et tu ne penses pas aux créatrices qui... Oui, mais la créatrice, à la base, elle-même a décidé elle cherche une communication, elle cherche d'autres... Enfin, donc, pour moi, tout ça est OK. Là, le prochain patron sur lequel moi je travaille, que j'aimerais sortir cet été, au départ, je m'étais dit, OK, je le veux comme ci, comme ça, je le veux simple, parce que j'ai conscience que je veux travailler quelque chose de gratuit, donc je ne vais pas me mettre à sortir, très sincèrement, un manteau doublé avec un méga col, avec des poches passepoilées, avec des trucs gratuitement, parce que je vais passer trop de temps sur ce projet-là. Donc, je pense qu'on choisit aussi le projet qu'on veut sortir gratuitement, sans dire de bâcler le travail parce qu'il est gratuit, hein, pas du tout. Et en fait, il s'est avéré que j'ai eu des contrariétés parce que j'ai dû reprendre plusieurs fois, voilà, ça peut arriver, hein, de reprendre plusieurs fois un petit point. Et du coup, je me suis retrouvée à faire plusieurs tests. Et en fait, au bout d'un moment, je dis, OK, bon, bah, je ne pourrais pas le sortir gratuitement parce que moi, j'ai passé trop de temps dessus. Donc là, je suis dans un autre cas de me dire, OK, bah, je ne vais pas non plus sortir à un prix X. Enfin, voilà, j'aurai l'occasion, je ne veux pas sortir du cadre. Mais moi, je voudrais rappeler que s'il est gratuit, la créatrice, elle le sait. Enfin, après, j'ai peut-être pas été, du coup, en te voyant répondre, je pense que j'avais pas été claire sur ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que j'avais pu voir dans les commentaires et des réactions de consommatrices qui trouvaient dommageable le fait que une créatrice décide de ne faire aucun patron gratuit. Tout comme des personnes pointaient du doigt celles qui décidaient de le faire, et là où je te rejoins totalement, cette personne-là, elle a envie d'avoir peut-être du trafic sur son site, et c'est normal pour faire tourner la boutique. C'est normal, encore une fois. Et du coup, je trouve que quand c'est un choix fait sciemment, entre guillemets, c'est OK. C'est pour ça que je commençais en disant on en parle ou on n'en parle pas. Je trouve que c'est un sujet qui touche chaque créatrice individuellement. Et à mon sens, et je m'engage là-dedans, je crois que nous, en tant que consommatrices, n'avons pas forcément notre mot à dire sur, et je le précise, sur les créatrices indépendantes. Mais de la même manière que la créatrice, si moi j'estime que ce patron-là vaut 10, 12, 14 ou 16 euros, ce ne sera pas la même chose chez Marion parce qu'on n'aura pas le même standard de tout ça. Enfin, donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Marion. Mais, en fait, moi, j'avoue que là, bon, c'est des sujets de positionnement, c'est des sujets de stratégie. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a pas de vrai ou de faux. Comme tu disais, c'est blanc. Enfin, il y a du blanc, du noir des deux côtés. Et en fait, je trouve qu'on ne peut pas trop débattre là-dessus dans le sens où il n'y a pas de vérité. Par contre, c'est vrai que je te rejoins, Faustine, dans le côté de
pas oublier qu'effectivement, en fait, c'est vrai que je trouve que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la vie de créatrice, on fait de la couture tous les jours, en fait, nous, on vit de notre passion, c'est super, etc. Alors qu'effectivement, il y a la réalité derrière quand même de beaucoup de travail, beaucoup de la pression de se dire, en fait, il y a des charges, il y a des... il faut, voilà, c'est un côté au final aussi d'une entreprise, en fait. Et du coup, je trouve que c'est plus ça qu'il ne faut pas oublier et qu'après, la stratégie qu'on met en place derrière pour effectivement proposer un patron gratuit pour essayer d'attirer des nouvelles clientes sur des patrons plus travaillés d'un manteau super étoffé ou de ne pas en proposer et de proposer plutôt, ça c'est la stratégie de chacune, on va dire. Donc moi, j'avoue que je me rejoins un peu dans tout ce que vous dites par rapport à ce positionnement de patron gratuit ou pas gratuit. Mais c'est plus, voilà, je trouve que de rappeler la réalité des faits, qu'effectivement, on est des humains. C'est un travail passion et passionnant, c'est vrai, mais c'est aussi un travail. Moi, je fais de la couture pour le plaisir, pour coudre des choses pour moi, pour ma fille, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand je suis sur Vestiaire Éponyme, j'ai pas du tout la même. Je travaille. C'est du travail aussi parce que c'est pas que de la couture en fait. Et c'est effectivement essayer d'apporter un service de qualité aux gens et on le fait vraiment dans une dynamique d'apporter quelque chose. C'est pas juste quelque chose que je fais pour moi en fait. J'essaie d'apporter quelque chose de valeur aux gens. Et alors c'est vrai, quand j'ai des retours super positifs, ça fait plaisir. Il faut accepter aussi la critique constructive. Mais c'est vrai que des fois, il y a des tacles. Oui, mais du coup, si je peux me permettre, alors je veux pas du tout faire ma donneuse de leçons, mais c'est vrai que pour avoir lu les commentaires sur certains sites, il y a des fois où, franchement, faudrait presque une modération parce que des fois, on a l'impression qu'une personne derrière son écran, elle s'est juste vengée sur son commentaire. Mais c'est la même chose sur les réseaux. Regarde, tu vas publier cette vidéo sur YouTube. On n'est pas à l'abri des commentaires, malgré parfois la modération. Donc, oui, je rebondis du coup dessus en me mouillant un petit peu pour que tu comprennes, Marion, pourquoi j'ai rigolé un peu jaune. Alors, j'en avais pas vraiment parlé sur ma chaîne, mais en fait, j'ai pas à le cacher. J'ai sorti une vidéo autour de la couture de ma robe de mariée. C'était une vidéo qui était quand même un peu un storytelling et surtout un témoignage pour moi, en fait, à la base. Mais je me disais que ça pouvait être intéressant, voilà, de raconter un petit peu tout ce qui m'est passé par la tête et pourquoi je l'avais construit comme ça, etc. Que ça plaise ou que ça plaise pas, ce format, je le comprends. Par contre, dans les commentaires, j'ai eu un retour. Alors, en gros, dans la vidéo, je disais qu'il y avait certains détails, et notamment mes épaules, qui me dérangeaient. Mais que pour ce jour J, j'avais pris le parti de faire ma robe bustier, qu'importe mes épaules, et d'assumer le truc parce que c'était la robe dont je rêvais depuis toujours. Et j'ai eu un commentaire, alors n'allez pas le chercher, je l'ai viré parce que c'était beaucoup trop mauvais mood pour moi. Mais j'ai eu un commentaire, mais ultra violent. Quand je dis ultra violent, j'ai même pas envie de le chercher, mais à base d'insultes, qui rabaissait complètement mon physique. Un truc complètement gratuit, je ne savais pas d'où ça sortait. Et en fait, comment dire que quand t'as... alors moi, j'ai eu des dysmorphophobies. J'explique en 2 mots, c'est qu'en en fait, ce que votre miroir vous renvoie n'est pas du tout ce que vous renvoyez aux autres. Et que du coup, vous avez l'impression d'être difforme. Alors c'est un terme, je tiens à le préciser, c'est un terme qui est scientifique à la base. Donc ce que j'ai n'est pas une dysmorphophobie au sens pathologique du terme. Je ne m'étends pas là-dessus. Mais c'est l'idée, en gros. Et quand je me suis pris ce commentaire-là, je me suis dit, mais peut-être qu'elle a raison, peut-être que si, peut-être que ça. Et très honnêtement, pour être totalement transparente, oui, cette personne-là m'a fait pleurer une soirée entière en me disant que j'avais gâché mes photos de mariage, qu'elle avait raison, que je ne pourrais plus jamais regarder mon album. Mais spoiler alert, si cette personne passait par là, je ne me remets plus du tout en question, j'adore mes photos et ma robe est superbe. Bref, voilà. Mais oui, c'est à partir du moment où tu es public, ouais. Tu t'ouvres à une critique, telle qu'elle soit. Mais Dieu merci, ça ne représente qu'une goutte parmi tous les retours que l'on a. Heureusement d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est une goutte qui peut faire mal.
Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, de base, je suis pas quelqu'un qui est trop... Enfin, je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, je m'affiche pas beaucoup et c'est vrai que j'ai du mal, mais je sais que par contre, d'un point de vue entrepreneuriat, être voilà, au contact des gens, montrer qui on est, parler, communiquer, c'est primordial. Et c'est quelque chose que je vais essayer de faire davantage parce que moi, c'est vrai que je fais juste quelques photos des modèles et je m'appuie aussi beaucoup sur les couturières qui font mes modèles pour les repartager, etc. Parce que c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un d'un peu qui vit caché. C'est pas forcément super compatible avec justement le fait d'être créatrice indépendante où on a besoin aussi de partager avec les gens. Parce que regarde, on est en 2024 et tu es toujours là et tu vis pas, donc pas forcément. Et vrai, puis ça permet aussi que tu puisses à certains moments apparaître dans certaines vidéos. Ah, elle ressemble à ça. Ouais, voilà. Non, mais on sait à quoi je ressemble quand même parce que je fais des photos, mais c'est vrai que les stories, les réels, tout ça, je suis voilà, c'est pas ma zone de confort en soi. Ouais, non, c'est sûr que c'est particulier. Du coup, bah là, je pense que c'est important. On parlait du coup de l'image, de stratégie, de marketing. Alors, vous m'arrêtez si j'utilise pas le bon terme parce que je ne suis pas du tout dans cette branche. Marketing digital, j'imagine, tout ce qu'est votre communication, tout ça. Est-ce que vous aviez une formation à la base? Julie, tu touchais plus ou moins, je sais, par là, quelque chose. Enfin, en tout cas, c'était pas complètement quelque chose qui sortait de nulle part, en gros. Mais est-ce que vous vous êtes formé? Est-ce que ça peut représenter, bah, du coup, comment dire, quelque chose qui vous demande encore plus de travail que prévu ou pas? Qu'est-ce que c'est enfin, j'aimerais toucher du doigt un peu le volume soit d'espace mental, soit de temps que ça vous demande à peu près une histoire, histoire qu'on puisse toucher du doigt ce que ça représente sur votre... parce que ça empiète sur votre espace de création de patron, quoi. Je sais pas si je suis très claire. Oui, alors moi, je travaillais dans le web avant. Donc, on va dire que certains mots-clés liés au marketing digital me parlaient. Certains tips me parlaient aussi. Après, pour te répondre, est-ce que tu veux ce que j'aimerais avoir ou ce que j'ai le temps de faire? Quel mot tu te sens de développer? Après, aujourd'hui, je pense aussi que formation ou pas formation, déjà, il y a eu quand même aussi un vrai boom des coachs qui t'accompagnent dans ça. Dans le développement de ton réseau Instagram, dans le développement même lié à un propre site web, sur la com, sur des actions marketing que tu pourrais faire, promotionnelles, etc. Donc, il y a des gens qui vont le faire en gratuit, il y a des gens qui vont vous proposer des choses personnalisées qu'il faut suivre et qui vont être du coup un petit peu plus payantes. Donc, je pense qu'il y a un accès à ces aides, en tout cas, à ces premières étapes que tu peux trouver assez facilement. Après, oui, c'est quelque chose qui prend du temps et un peu on boucle la boucle en disant bah, ça prend toujours plus de temps quand tu fais une collection de 5 modèles que quand tu fais une collection de 1. Ouais. Mais voilà, par coutume, on va dire que par exemple une vidéo YouTube, il faut compter le double, voire le triple de ce que tu as tourné pour le monter, etc., etc. Donc, bon courage à toi. Voilà, donc pour un réel, tu peux à peu près utiliser le même ratio. Pour les photos, c'est très personnel. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui retouche beaucoup ses photos. Non pas que je sois une grande personnalité publique, donc prenez bien entre guillemets ce que je vais dire ensuite, mais je me dis comme ça, si quelqu'un me voit en vrai, tu vois, sur un salon ou un week-end couture ou dans la rue, comme ça m'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Je me dis, elle me reconnaît, quoi, tu vois? Oui. Parce que je suis pareille, il n'y aura pas de « Wow, tu ressembles à ça en vrai !» Désolée. Donc moi, du coup, forcément, mes retouches photos, mes publis, etc., ça me prend moins de temps que quelqu'un qui va les mettre sur son PC, les retravailler sur Photoshop, etc., etc.
Mais voilà, le ratio, je dirais, c'est par rapport à la prise de vue, tu fais x2, 5, x3 pour la préparation derrière. Sans compter le moment où tu as eu l'idée du réel ou tout ça, quoi. Du coup, moi, je rebondis. Donc moi, pareil, je viens du monde de la communication et du digital historiquement. Donc, j'ai pas forcément eu à me former, mais j'ai beaucoup aimé en disant ce que j'aimerais, ce que j'ai. Moi, j'avais en tête, tu vois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ben, c'est un peu ça, de se dire que moi, il y a tout ce que je pourrais, ce que je conseillerais à quelqu'un si j'étais en prestataire plutôt de communicant, de dire il faut que tu fasses ça, ça, ça. Donc ça, c'est ce que je me préconise. Et il y a effectivement ce que je fais où c'est 5% de ce que je devrais faire. Je me le dis souvent de me dire, oh là là, mais j'applique pas du tout les choses que je recommanderais à quelqu'un d'externe, quoi. Donc ça. Et après, c'est vrai que toujours pour rester dans des images, pour moi, il y a la partie émergée de l'iceberg où c'est effectivement le patron. Mais en fait, la partie immergée, pour moi, effectivement, je trouve que c'est encore plus de temps. Moi, j'ai l'impression de passer finalement beaucoup plus de temps derrière mon ordinateur que derrière une machine à coudre. Parce que la partie couture, au final, en fait, ça va assez vite. Enfin, pas vite au niveau du patronage, des choses comme ça, mais enfin, de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Mais vraiment, le temps passé derrière la machine à coudre versus le temps passé derrière l'ordinateur, que ce soit pour la numérisation des patrons ou après, en fait, toute la sortie et les à côté où, effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on peut avoir le meilleur patron du monde. Si on ne communique pas autour de ce patron, en fait, il restera le meilleur patron du monde pour nous et pour personne d'autre. Et en fait, il ne sera jamais diffusé, connu. Donc, je trouve qu'il y a un travail, mais moi, je trouve assez colossal de diffusion de l'information, quel que soit le canal utilisé, parce que ça peut être effectivement les réseaux sociaux, YouTube, Pinterest, Instagram, ça peut être créer une newsletter, ça peut être créer du contenu pour son site. Et en fait, c'est un peu un équilibre de tout ça qui fait qu'on peut on parle souvent de communication 360, c'est en essayant d'être multi-canal qu'on va réussir en fait à avoir une bonne stratégie. Et ça, c'est très difficile à faire parce qu'en fait, tout est extrêmement chronophage. Parce que c'est vrai que sur Instagram, il y a quand même, moi je trouve, quelque chose d'important au niveau du visuel, autant que sur Pinterest. Facebook peut-être un peu moins, peut-être aussi, non mais surtout, mais donc en fait tout est extrêmement chronophage et si on veut sortir du lot, c'est vrai qu'il faut avoir ce petit truc un petit peu différent ou qui accroche l'œil et c'est vrai que c'est de se dire bon, où est-ce qu'on met la limite du temps passé sur une action versus bon ça c'est à bout à 80%, mais finalement les 20% qui restent, ils sont pas significatifs sur l'impact que je vais avoir. Et puis il y a quand tu vas par exemple, tu vas dire marketing digital, tu vas penser à la visibilité directe. C'est-à-dire que tu vas penser à tiens, elle a fait un réel, tiens, elle a fait ci, tiens, elle a fait ça. Et donc déjà, il faut penser à te dire, tiens, je mets mon portable en route, je vais faire 2 prises de vue parce que là, je vais faire une couture, parce que je vais machin et tout. Donc, il y a aussi une histoire de réflexe à choper. Mais ça, c'est ce que tu vois visible. Mais tu vois, je pense par exemple à tout ce qui est référencement, les mots-clés, les choses comme ça, où quelque part, c'est invisible pour le consommateur, mais t'assurer que si quelqu'un sur Google tape une robe bustier dos nu qui tourne, et que la robe noceuse, pardon, j'ai parlé pour moi du coup, mais ressorte, tu vois, et que du coup, t'es bien mis tel mot-clé, telle recherche, tel lien. Est-ce que du coup, tu t'es bien mis avec Google Shopping et que machin et tout. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui sont moins parlantes quand tu ne gravites pas dans ce monde de marketing digital et de communication, qui sont ultra chronophages, mais qui sont ultra importantes aussi, quoi. Donc, et qui sont pas seulement liés à un patron, mais qui sont liés à toi, au personnage public et à ton site et à tout ça, quoi. Et à la marque, etc. Et c'est vrai que je voulais aussi dire que on pourrait se dire oui, on se concentre sur une chose, mais en fait, suite à un événement récent qui qui m'est arrivé, en fait, c'est hyper important aussi d'être diversifié parce que si on est si on s'appuie énormément sur un support, moi aujourd'hui, c'est vrai qu'Instagram, c'est quand même un support très important. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait hacker mon compte. Et en fait, en un claquement de doigts, on se dit, mais en fait, j'ai tout perdu. Comment je vais
faire, déjà que la montagne à gravir paraît assez raide, assez haute. Si en plus là on enlève ce que j'ai construit depuis 3 ou 4 ans, qu'est-ce que je fais, sur quoi je rebondis. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas être monocanal ou de dépendre d'un seul levier pour, en cas de, même imaginons un Instagram crash, disparaît ou Pinterest ou YouTube, comment je fais pour survivre et qu'en fait je ne meurs pas avec ce canal dont je suis hyper dépendant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'être sur tous les fronts, mais en fait c'est hyper difficile et hyper chronophage, sachant qu'il y a cette partie communication, mais il y a aussi effectivement la partie administrative d'une entreprise. Où il y a aussi plein d'autres choses à faire pour être dans la légalité, pour des choses qui sortent complètement du cadre de la couture. Donc c'est pour ça que moi j'ai l'impression d'être clairement plus sur mon ordinateur au final que vraiment derrière ma machine à coudre. Ouais. Et puis comme tout à chacun, j'imagine que ta déclaration à l'URSSAF ou à qui de droit et puis qui vient te récupérer un petit peu de sous de ton labeur, c'est sympa. C'est quoi le Après, ça c'est le jeu et puis c'est normal, mais oui, c'est le jeu, mais on l'aime pas trop celui-là. Non, pas trop, mais tu vois, alors, enfin moi qui suis nouvelle ou petite gens, t'as quand même, tu vois, t'as quand même le dire, mais si j'en paye, c'est quand même que j'ai, tu vois, donc t'as toujours ce côté de, bon, de toute façon t'as pas le choix, donc déjà ça t'enlève forcément tout, mais tu vois, enfin moi je sais que la première fois que j'ai dû payer de l'URSSAF justement, à l'URSSAF, j'étais quand même me dire, ah c'est cool quoi, parce que j'ai aussi déclaré tel chiffre, donc du coup ça veut dire que ça y est, c'est lancé quoi, tu vois, quelque part. Ouais, ça c'est le système, on va dire, mais oui, c'est sûr que c'est non, mais vu comme ça, je trouve ça assez positif. C'est une jolie manière de voir les choses, tu vois. Après, bon, ça c'est un autre sujet où on pourrait débattre des heures, l'entrepreneuriat, les obligations et tout ça, mais ouais. Je pense que, tu vois, ça, à la base, on avait prévu d'en parler un petit peu dans cette vidéo de toute la face cachée de l'iceberg et tout ça. Au final, la discussion est tellement fluide que là, on arrive à presque 1 heure de vidéo. Je n'ai pas envie que ça s'arrête, en toute honnêteté. Mais il y a un moment où je vais devoir vous lâcher quand même et pas être égoïste. Mais je pense que ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Je fais une petite digression si les personnes qui nous visionnent, qui visionnent cette vidéo veulent poser des questions, peut-être répondre en commentaire. J'y répondrai, peut-être les filles passeront aussi par là et ce sera l'occasion peut-être de refaire un autre format. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petites questions en commentaire, à réagir, etc. Là-dessus, au final, je suis moi-même choquée de la facilité, de la manière dont ça s'est soldé, parce que j'étais plutôt partie par rapport aux discussions que j'ai eues avec des personnes qui s'étaient elles aussi fait hacker leur compte sur une temporalité très longue avant de récupérer mon compte, et qu'en fait moi en 10 jours j'ai réussi à le récupérer. C'était vraiment beaucoup plus de peur que de mal, mais c'est vrai que ça a été dans un contexte de grossesse en plus où les hormones sont en folie, émotionnellement assez oui, fort. Puis surtout, tu nous donnes une exclue aujourd'hui parce qu'il me semble que tu n'as pas du tout communiqué là-dessus. Donc, j'ai communiqué là-dessus, mais peut-être pas très bien. Parce que c'est caché dans un réel. Mais je vais le faire un peu plus live. Mais oui, effectivement, là, on ne peut plus cacher. J'ai une exclue. Donc, tu arrêtes la raclette, hein. Juste avant d'aller à la maternité, tout va bien. Nous, on le savait. On parlait tout à l'heure, tu sais, de la conscience des gens, ça n'a absolument rien de péjoratif dit comme ça, mais de tout le travail que ça peut représenter. Moi,
à mon tout petit niveau, je suis vraiment très contente d'avoir aussi la chaîne YouTube parce que ça me permet d'avoir une proximité différente avec les gens qui me suivent. Déjà, ça me permet aussi de toucher d'autres personnes parce que tout le monde n'est pas sur Instagram. Les tranches d'âge, quand même, si on veut rester dans des généralités, ne sont pas les mêmes, etc. Et en fait, là, par exemple, en octobre, cette année, c'est octobre, il y a le NITIT à Lyon. Je l'ai fait l'année dernière, j'en avais un petit peu parlé, sauf que l'année dernière, c'était suite à un désistement que j'avais pu y participer. Donc, en gros, en un mois, j'ai dû créer des pochettes, j'ai créé un patron, j'ai fait des tests, j'ai préparé un stand et j'étais au bout de ma life pendant 2 jours pendant le NITIT. Donc là, comme c'est plus en avance, voilà, et que je vais travailler, je l'espère, des patrons pour, du tissu pour, etc. J'ai prévu de faire des vidéos aussi pour qu'il y ait une espèce de prise de conscience aussi de tout ce que ça peut représenter et de tout ce que ça peut représenter quand on a un 40 heures à côté, qu'on est maman solo d'un ado, pré-ado ou voilà. Pas dans un but de se justifier, de dire en fait, si je peux sortir que 2 ou 3 ou 4 patrons par an, c'est parce que ça. Mais c'est aussi dans un but de partage et de dire voilà tout ce que ça représente. Et j'essaye de donner des temps. Je l'ai dit là, notamment quand je me suis lancée à vendre du tissu il y a un peu plus de 2 mois. Créer les fiches produits juste sur le site, ça m'a pris 3 jours en fait. Mis bout à bout, si je mets dans une journée globale de travail, ça m'a pris 3 jours. Et on parle même pas de prendre les photos, je parle vraiment de la création de fiches produits pures. Et ça, on s'en rend pas compte en fait. Donc, et c'est ça que ce format-là, de la même manière que tu vois, ce format-là, on n'aurait pas pu s'étendre autant ailleurs que sur YouTube. Ça permet d'expliquer un peu tout ça et d'humaniser aussi tout ça, même si beaucoup de gens aujourd'hui sont conscients de tout ce que ça représente. Mettre des mots sur tout ça, je pense que ça conscientise encore plus. Et moi, c'est vraiment le but que j'avais dans cette vidéo-là, c'était aussi de mettre l'humain avant la créatrice et puis aussi voilà, de pouvoir vous étendre sur certaines problématiques, certaines choses. Je pense que les gens sont friands de ce genre d'infos. Moi, la première, et ça, c'est le plus important. Après, on dire, donc effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit, tout ce que dit Julie. Après, c'est vrai que je voulais aussi souligner, être sur une note positive aussi, de dire que je trouvais quand même, alors il y a des choses, des bad buzz, des clashs et tout ça, mais qu'il y a quand même de manière générale vraiment, je trouve au niveau de la communauté couture, une très bonne, j'ai pas forcément les mots, mais c'est très positif, c'est bienveillant, c'est vachement dans l'entraide, dans la collaboration. On voit énormément de créatrices qui collaborent entre elles, d'influenceuses couture qui aident les créatrices, de couturières je trouve qu'il y a vraiment du partage et de l'échange. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que des fois, on oublie que, effectivement, le côté plus entreprise que nous, on peut avoir, parce qu'en fait, on est tellement dans l'échange, dans la proximité. Il y a un côté, moi, tous les jours, ça, c'est très chronophage aussi, d'ailleurs, les retours clients, enfin, les échanges avec les clientes sur Instagram, par mail, où effectivement, on essaie, vraiment... moi, j'ai essayé de faire au maximum pour répondre, pas toujours dans l'instant parce que c'est très compliqué de tout concilier. Et c'est vrai que j'ai vu aussi des remarques sur les réseaux sociaux de couturières qui pouvaient dire oui, certaines marques ont pris la grosse tête parce qu'elles répondent plus, etc. Mais moi, j'imagine tellement que si on commence à avoir de la notoriété et beaucoup de personnes qui nous suivent, mais c'est impossible en fait, parce que déjà, moi, de ma petite échelle, c'est difficile d'essayer de tout faire bien. Alors, je me dis que c'est sûr que quand après, on a vraiment beaucoup de patrons, beaucoup de clients, c'est très compliqué de faire vraiment du cas par cas, de venir liker chaque photo, donc voilà, donc c'est en tout cas, c'est un côté positif et négatif de cet aspect, c'est que c'est vraiment la famille, en fait. Moi, je trouve la couture, moi, j'adore aller même sur Instagram pour moi-même, pour voir un peu qui a fait quoi. Ce patron, il est top. Moi, je like les créatrices, les couturières, les créateurs de tissus. Mais c'est vrai que du coup, c'est le point de se dire,
de se dire qu'en fait, effectivement, on oublie un peu, c'est la famille et c'est pas le côté entreprise et tout ce que ça implique derrière. Donc, je trouve ça quand même très intéressant d'en parler aujourd'hui parce que ça permet de mettre un peu aussi le projecteur sur ça, de se dire, ah oui, il y a quand même réalité versus théorie. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment ravie d'être dans ce monde-là. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de me consacrer uniquement à Vestiaire Éponyme à partir après bébé, donc on va dire en fin d'année. Mais parce que voilà, j'ai vraiment envie d'essayer d'en faire quelque chose de positif et voilà, et grâce à la communauté couture, et couture qui veut dire couturière, créatrice, plateforme, enfin je pense là aussi aux plateformes de vente, à tout cet écosystème-là qui est quand même très, très bienveillant et très positif. Oui, et puis vous êtes avant tout des passionnés couture, donc ça se ressent, c'est surtout tout ça, toute cette communauté, toute cette émulation, sans qui, on le redit, ce format n'aurait jamais eu lieu. C'est-à-dire que voilà, on a aussi rencontré plein de personnes grâce à cette passion commune. Et oui, je suis d'accord avec toi de terminer sur cette note positive de tout ce que ça nous a apporté jusque-là, quand bien même il y ait quelques petites gouttes, comme tu disais, Julie, qui sont un petit peu moins sympas au quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de partage. Ça y est, là, je suis en train de me refaire le fil de mon histoire à Vestiaire Éponyme, mais même au niveau des testeuses, des super belles rencontres, même, tu vois, là, de toi qui, effectivement, avant cette vidéo, on ne se connaissait pas forcément, mais et même, c'est ce que moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein, mais suite à mon hacking, au final, j'ai aussi pu discuter avec des gens en fait, qui ne me connaissaient pas avant, parce que du coup, j'avais créé un nouveau compte. Et en fait, j'ai découvert, pareil, des nouvelles merceries en ligne, des choses, en fait, où voilà, il y a toujours du positif dans tout ce qui nous arrive. Et c'est vrai que je suis ravie de faire partie de cet écosystème-là. Et merci encore pour ton invitation. Du coup. Je t'en prie, avec grand plaisir. Oui, oui, moi aussi, je suis... Cette fois, c'est moi qui valide tout ce que tu dis. Moi, je voulais vous remercier en tout cas, les filles. C'est absolument pas fake. On a souri pendant maintenant 2 heures d'enregistrement. C'était un bonheur de vous avoir. J'ai tellement hâte, et je ne le dis jamais ça, j'ai tellement hâte d'être au montage et de sourire bêtement devant mon ordinateur. Mon mari me le dit souvent que je suis tellement empathique que je vais passer tout mon montage à sourire et à rigoler à nos bêtises. En tout cas, moi, c'est quand vous voulez pour un appel plus perso, hein, on se l'est dit. Et puis, je vous libère. Je vous libère parce qu'on est samedi matin et qu'il y a un moment où vous allez avoir faim. Et puis, je vous fais de gros bisous. Merci encore d'avoir fait partie de ce format. Je sais qu'il demande beaucoup de courage, d'investissement. Et voilà, tout le monde n'a pas ce courage-là. Donc, merci de cette confiance. Et puis, je vous embrasse fort. Merci à toi, merci Julie. J'étais ravie d'échanger plus longuement avec toi, ça m'a fait très plaisir. Pareillement, vraiment c'était top, une super matinée. Oui, très très bien. Allez, à samedi prochain. Peut-être pas. Samedi d'après, en 8. On sera dans une pouponnière peut-être. Voilà. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et peut-être même, si ce n'est pas déjà le cas, vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Come a little closer. I wanna dance with